19h33 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 Soir Week-end en compagnie toujours de Véronique Jacquier et de Philippe Guibert. Recevoir des prospectus dans sa boîte aux lettres faisant la publicité pour un fast-food, pour des livraisons de pizza ou même de sushi, c'est plutôt monnaie courante. Des fois, c'est vrai que ça peut être énervant quand on se retrouve avec la boîte remplie de prospectus. On n'a qu'une envie, c'est de tout jeter à la poubelle. Mais rien de grave. Plus gênant, recevoir dans sa boîte aux lettres des tracts faisant la promotion de drogue et de cigarettes de contrebande. C'est plus problématique et c'est ce qu'ont vécu les habitants de plusieurs communes en Isère. Alertés par la municipalité de Poisat, la gendarmerie a ouvert une enquête. Le maire de cette commune était interrogé aujourd'hui sur CNews. Je vous propose de l'écouter. Il y a eu une 50aine de boîtes aux lettres. Il y a de quoi acheter de la drogue, des cigarettes, des bonbonnes de protoxyde d'azote. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Ensuite, effectivement, on a tout de suite transmis quand même l'information à la gendarmerie. Moi, je l'ai pas eu dans ma boîte aux lettres. Après, il y a évidemment une certaine inquiétude parce que quand on est responsable locaux, on se doit d'informer et de protéger la population. Et là, on peut se dire, on n'est jamais à l'abri que ça tombe sur des jeunes. Et c'est important pour nous, en tant qu'élus locaux, qu'on puisse faire le relais avec les forces de l'ordre, que je remercie puisqu'ils ont été très réactifs et dès mardi matin, ils étaient au courant avec une enquête menée. Ludovic Bustos, un maire de Poisat en Isère, interrogé par nos confrères de CNews. D'abord, une réaction, Véronique Jacquier. Écoutez, je suis absolument abasourdi. On a le sentiment que les trafiquants, enfin c'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, les trafiquants vont toujours plus loin. Il n'y a plus de limite. C'est comme s'ils avaient plus de surmoi. Vous savez, quand on dit que le cerveau est quand même capable de ne pas tout s'autoriser, eh bien là on se rend compte qu'on est dans une société où les trafiquants, les voyous, les narcotrafiquants aussi évidemment, puisque là j'imagine que ce ne sont pas des gros poissons, mais ils ont en permanence sous leurs yeux le modèle de gens qui vont de plus en plus loin et dont on parle sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Donc c'est un petit peu la gloriole du voyou et du bandit qui pousse toujours les limites plus loin. Maintenant, j'imagine que s'il se lance dans ce genre de business, c'est qu'il y a sans doute une demande. Et voilà, là, c'est grave aussi, parce que ça veut dire quand même que, sans scrupule, des gens achètent de la drogue de cette façon. Alors, on en avait déjà parlé, ça a même été un sujet à l'Assemblée nationale, ouais. Quand on est capable de se faire livrer comme ça de la drogue, puisque maintenant c'est le cas, vous pouvez sur les réseaux sociaux vous faire livrer de la drogue chez vous. Donc ça a déjà été un sujet qui a été évoqué. Pour les cigarettes de contrebande, on y est aussi désormais. Ça veut dire quand même qu'il faudrait que tout un chacun, là encore, quand on n'a plus de conscience morale, que la société joue son rôle pour remettre en place des barrières morales, pour dire non, ce n'est pas bien. Pire que ça, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a quand même eu le courage de dire: quand vous achetez de la drogue, vous avez du sang sur les mains. Parce que le petit trafic alimente les gros trafics. Donc, il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience collective et sociétale pour arrêter tout ça, me semble-t-il. Philippe Guibert. Oui, enfin, ceci dit, les addictions aux drogues et une des définitions des drogues, outre les effets hallucinogènes, c'est quand même l'addiction et la dépendance. Donc, je suis pas sûr que les arguments moraux soient toujours les plus efficaces. Non, mais d'accord, mais la société peut mettre en place quand même des pare-feux. Oui, la société peut mettre surtout une pression sociale, et comme on l'a mis sur la cigarette, comme exactement, on l'a mis sur l'alcool, tout à fait. Voilà, donc, vous êtes d'accord, en tous les cas, tous les deux, sur le fait qu'il faut aussi cibler les consommateurs. Oui, mais s'ils font ça, comme le disait Véronique, c'est parce que la demande s'est totalement banalisée. Oui, donc on parle des consommateurs. On parle des consommateurs, mais c'est évidemment choquant ce que vous venez de nous expliquer, mais c'est pas tellement surprenant. Les trafiquants de drogue fonctionnent comme une entreprise face à une demande qui est croissante. Oui, c'est assez récent, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le narcotrafic c'est pas récent. Enfin, ça fait, je vous assure, ça fait 20 ans que c'est comme ça dans la société française. Le narcotrafic, on est d'accord, mais l'évolution du narcotrafic qui tend à se professionnaliser, la façon presque comme une entreprise, vous avez raison de le dire, et de façon totalement décomplexée. Oui, mais c'est pas si récent que ça, Michael. Je vous assure vraiment, je voudrais pas citer une étude. Philippe Guibert, il y a 20 ans, le trafic se faisait encore sous le manteau, la nuit, à l'abri des regards. Là, c'est je vous assure, Michael. Moi, je peux vous raconter des études que j'ai faites sur le terrain, dans des départements ruraux, où là où on pensait, il y a 15 ans, qu'on trouvait pas de drogue, et on en trouvait comme on voulait, parce que c'était les réseaux de... qu'on n'en trouvait pas comme on voulait. J'ai dit que c'était moins décomplexé.
les réseaux Seine-Saint-Denis avaient développé complètement leur réseau de distribution dans le département de la ville de Troyes, à 50 km de Troyes, dans un bourg qui devait avoir 5000 habitants. Et c'était des jeunes de 16 ans qui me racontaient ça sur le terrain. Nous étions en 2011. Donc vous voyez, ça fait pas 30 ans, mais ça fait pas loin d'une quinzaine d'années. Pas loin d'une quinzaine d'années. Donc oui. je crois que la demande est exponentielle. Ce qu'il faut. Donc si on veut jouer sur la demande, il y a la pression sociale dont on parlait avec Véronique, mais il y a aussi de se demander pourquoi tant de gens ont besoin de consommer de la drogue. Oui, je suis d'accord. Et pourquoi, selon vous? Eh ben, je n'ai pas de réponse précise. Parce qu'il y a un vide existentiel. Je crois qu'on arrive au bout d'un cycle d'une société ultra consumériste, avec des gens qui découvrent avec effroi qu'un jour ils vont mourir, et que c'est pas en ayant bien consommé que pour autant ils sont rassérénés par rapport à ce qui les attend à la fin d'une vie. Donc, comme tout le tissu spirituel s'est désagrégé, comme les gens sont aussi dans une solitude abyssale, à savoir que tout ce qui faisait une collectivité, tout ce qui faisait qu'on était capable de vivre vraiment ensemble, que ce soit dans un village, dans une ville, dans une société de quartier, quand il y avait aussi les rendez-vous, même si maintenant c'est loin, parce qu'on peut parler d'une France déchristianisée, mais enfin quand même, il y avait aussi une matrice chrétienne qui faisait que il y avait un tissu qui se tenait, et il y avait de la morale. Justement, on faisait le distinguo entre le bien et le mal. Et même, alors ça vous fait sourire, Philippe, mais même si on n'allait pas à l'église, on avait un surmoi et on faisait la différence entre le bien et le mal. Je voudrais dire juste une petite chose. Non, mais j'abonde dans le sens de Philippe que ce n'est pas nouveau, les réseaux de drogue en campagne. Ce qu'il y a de nouveau, c'est le fait qu'on ouvre les yeux sur les fermes de cannabis, effectivement, dans les petits bourgs de moins de 5000 habitants. Mais moi, ce qui me choque, c'est que ces gens qui montent des fermes de cannabis comme ça, évidemment pour gagner beaucoup d'argent, ne font pas du tout le lien de cause à effet avec j'ai du sang sur les mains à la sortie. Ça, c'est une chose, effectivement. On parle effectivement des consommateurs, le fait de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de consommer pour essayer de trouver des solutions. Mais il y a aussi, je suis désolé de le rappeler, la question des sanctions vis-à-vis des narcotrafiquants. Et évidemment que le gain est très important, mais si les sanctions étaient suffisamment fortes de façon à dissuader justement ces narcotrafiquants qui sont de plus en plus jeunes, Philippe Guibert le disait tout à l'heure, mais des sanctions également qui soient également adaptées aux mineurs. Est-ce que on n'arriverait pas à réduire justement ces trafics, Véronique Jacquier? Non, mais bien entendu. Non, mais alors il y a l'aspect, il y a le volet judiciaire, bien entendu. Je vais laisser cette partie à Philippe parce que je vois qu'il a quelque chose à dire. Juste un coup de projecteur quand même. Sur la détention, sur par exemple les Baumettes, la maison d'arrêt des Baumettes, c'est 90% de trafiquants de drogue, et ils sont donc en attente de jugement et de condamnation. Mais pendant qu'ils sont aux Baumettes, mais ils continuent leur trafic. Oui, non, mais voilà. Donc il y a une impunité à tous les niveaux, en détention, face à la justice. Bon, enfin voilà. Alors Philippe. Oui, chère Véronique, il y a plein de choses à répondre parce que mais en 2 minutes. Oui, mais il y a un problème de courte peine pour les primo-délinquants. Le problème est bien répertorié, d'évolution de la politique pénale, mais il y a surtout un problème de lieu. C'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr. C'est que vous ne pouvez pas entasser dans l'état des prisons actuellement. D'entasser des gens sur des gens, on est déjà en surpopulation carcérale et on n'arrive absolument pas à tenir. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Pierre Botton qui témoigne de ses passages en prison. Et c'est assez effrayant, ça veut dire qu'on ne tient pas grand-chose dans les prisons avec soit une passivité, des accommodements, voire de la corruption pratiquement structurelle. Donc il faut qu'on reconçoive notre politique de prison de façon à avoir une politique pénale qui soit efficace, que ça sert pas à grand-chose de durcir si le passage en prison devient une sorte de prolongation du narcotrafic. Véronique, j'aimerais qu'on parle de la santé du pape François dans un instant, qui a connu hier une nouvelle crise respiratoire. Le pronostic vital du souverain pontife âgé de 88 ans reste réservé après 2 semaines d'hospitalisation. On en parle dans un instant avec vous, Véronique Jacquier, et en compagnie bien sûr de Philippe Guibert pour la suite d'Europe 1 Soir Week-end. Il est 19h43 sur Europe 1, restez avec nous.